dire sur ce que tu disais tout à l'heure, enfin, au début de cette intervention-là, finalement, tu disais que les traditions, en fait, et les transmissions, donc, sont vivantes et que aussi bien les mots qui les qualifient que les techniques qui les composent, etc., se régénèrent au fil de l'évolution des, des, euh, des pratiquants eux-mêmes et puis des générations qui se succèdent. Voilà. Donc c'est un tout bon moyen de faire une transition vers la seconde partie un peu de notre rencontre, et du coup de nous déplacer maintenant un peu plus vers des contextes de transmission qui ont eu lieu en Chine, et à commencer par donc une petite rétrospective de Jean-Jacques il y a une trentaine d'années à Shanghai. Et ensuite, on va commencer à faire, du coup, tourner un petit peu aussi la parole vers d'autres de nos compagnons. Pardon, essaie de garder le son sur ce petit document. J'espère que le son est encore là. Donc de ce petit bout, voilà, de ce petit bout de film que j'ai fait moi-même dans les années 30, dans les années Les années 90, 30, ouais, c'est ça. dans les années 90 à la Chinou, dont je parlais tout à l'heure. C'est assez intéressant. Et vous pouvez voir sur le film, si je me souviens bien, sur ton montage, pour ceux qui le connaissent de nom, Fu Songwen, avec j'ai eu la chance de pratiquer. Voilà. Donc ça, c'est une petite vidéo assez courte pour donner l'ambiance de la Dino en 92, je crois exactement. Alors, je partage. Je laisse mon micro allumé. Alors, voilà. Ah ben là, il ne veut pas partager. Ah si, ça y est. Voilà. Euh, alors, je propose peut-être, Eric, est-ce que tu veux prendre la parole un petit peu, enfin, à moins que Jean-Jacques, tu aies un petit truc à... Oui, je rajoute juste que ce contexte-là, c'est un contexte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit la vieille salle de la Chinou, donc ce fameux lieu à Shanghai où l'histoire du Tai Chi Chuan est très importante. Juste entre parenthèses, l'occidental qui se fait corriger par Fu Songwen, peut-être certains m'ont reconnu, c'était moi, comme quoi les cheveux blancs, une bonne pratique de Tai Chi Chuan ne fait rien contre les cheveux blancs. Voilà, mais d'autre part, ce qui est très intéressant, ça c'est pas intéressant, ce qui est intéressant sur ce bout de film, c'est qu'on voit dans la salle principale de la Chinou, en arrière-plan, vous voyez un ring de boxe anglaise. Voilà, ça c'est intéressant au niveau historique. Voilà. Merci beaucoup. Eric, hein.
Euh, Bonjour à tous. Je remercie Jean-Jacques pour tous les éléments qu'il nous a amenés. Puisqu'il est question de sport et de pratiques corporelles d'origine extrême orientale, j'ai un passé de sportif. J'étais pendant une dizaine d'années dans l'équipe nationale belge en athlétisme, champion Aircorman de Belgique. Je me suis intéressé aux techniques d'entraînement en montagne, yoga et méditation. J'avais 15 ans. Et c'est ce qui m'a amené, quand j'ai eu envie de quitter le monde de la compétition, de trouver quelque chose qui reliait une pratique extérieure plus dynamique avec toute la dimension intérieure. Donc j'ai rencontré le Tai Chi Chuan, j'avais à peine 20 ans. J'ai commencé à l'enseigner à 24 ans. Et puis à la fin des années 80, je suis parti en Chine. J'ai étudié principalement à Pékin, mais j'ai aussi étudié à Shanghai, ainsi qu'à Taïwan, en Malaisie également. Et donc, l'approche principale que j'ai suivie, c'est celle de l'Université d'éducation physique de Pékin, qui est devenue l'Université des sports, donc avec un parcours académique sur les 5 styles principaux de Tai Chi Chuan, ses différentes facettes, donc l'aspect, les dimensions santé, les dimensions combat et rituelique, et puis également les 3 arts internes, donc Tai Chi Chuan, Xing Yi Chuan et Bagua Zheng. J'ai pu suivre donc la formation académique et puis après quelques années, sur ce parcours qui s'étale sur une douzaine d'années en passant plusieurs mois chaque année en Chine, j'ai travaillé avec le directeur du département, Men Weifeng, qui est surnommé en Chine l'encyclopédie vivante des arts martiaux chinois, et avec son épouse Kan Wixian, qui est très connue pour le style Shen de Tai Chi Chuan. Et donc là, j'ai pu voir une différence entre le parcours académique, qui est une approche linéaire, une forme et puis une autre et encore une autre, alors que dans une transmission traditionnelle, c'est comme le symbole yin-yang, c'était aller de plus en plus en profondeur et en même temps augmenter les différentes formes que nous étudions. Ce qui était particulier, c'était l'approche pédagogique, et c'est ce qui m'a le plus marqué de Men Weifeng. C'est ce qu'on utilise le plus aujourd'hui, c'est une sorte de grammaire de base avec quelques exercices simples, découvrir, approfondir les principes du Tai Chi Chuan, puis après travailler sur place, donc ça demande très peu d'espace. C'est un travail de Qigong du Tai Chi Chuan, un travail intérieur où on travaille le postural, on travaille toute la partie imagination active, ainsi que la partie conscience. Donc ça, c'est une partie du parcours jusqu'à la fin des années 90. Puis à ce moment-là, j'avais déjà commencé, ce qui fait écho à ce que dit Jean-Jacques, à ce que toi tu fais aussi, et au thème d'aujourd'hui, c'est une réappropriation. Je ne pense pas qu'on devient maître en Saint-Jean le maître, et donc pour cette réappropriation, j'ai eu la chance d'avoir une approche, tu parlais tantôt d'interdisciplinarité, j'irai plus loin en parlant de transdisciplinarité. Et donc j'ai trouvé dans l'anthropologie cette possibilité d'avoir une approche transversale en étudiant ce que je pratiquais. Donc comme Jean-Jacques, c'est d'abord partir d'une pratique, vivre d'abord comme dit Husserl, puis après réfléchir et puis seulement transmettre ou écrire. Et donc, dans la partie chercheur, je travaille sur les pratiques de conscience du corps et sur la santé intégrative, où on essaie de mettre ensemble les pratiques scientifiques et les pratiques traditionnelles. L'autre pan, c'est la partie enseignement. Et donc, par les applications, Simon Wifeng, qui était très connu pour les applications martiales, il avait formé les gardes du corps de Mao. Ce qui m'intéresse davantage dans les applications, c'est comment on peut aujourd'hui appliquer les principes du Tai Chi dans la vie quotidienne, et ce sera un des thèmes que tu as prévu dans le monde de l'entreprise. Par rapport à ce que Jean-Jacques a dit, et ce qui a été dit aussi pour le volleyball par Stéphane, je rebondis avec juste quelques points que j'ai notés pour ne pas être trop long. Donc les sciences cognitives, moi, j'aime beaucoup donc la biomécanique et les sciences cognitives pour pouvoir me réapproprier ce que j'ai travaillé là-bas. Dans les sciences cognitives, il y a un principe qu'on appelle l'énaction et qui dit que la véritable connaissance s'acquiert dans l'action.
Elle s'incarne dans la chair et l'individu se co-construit avec son environnement. Jean-Jacques l'a souligné et il connaît bien, moi je me suis beaucoup référé, l'importance d'apprendre par corps autour de Jean-François Bilter. Il y a tout un pan qui n'a pas été évoqué, c'est l'importance de l'imagination. Dans un monde où on a énormément d'images, on perd la capacité d'utiliser son univers intérieur, son temple intérieur, ce sera un des thèmes tantôt, pour travailler avec une imagination active. Et là, il y a tous les travaux de Lakoff et Johnson sur la métaphore dans la vie quotidienne, où en fait, l'image, c'est pas simplement pour exprimer la réalité, c'est pour créer la réalité. Et le troisième pan des sciences cognitives, on a montré qu'on pensait par analogie, et donc c'est toute la pensée traditionnelle taoïste, microcosme et macrocosme. Jean-Jacques a parlé des points communs plus riches que les différences. Au début, quand on va en Asie, on peut aimer François Julien, et puis quand on s'intéresse, qui s'intéresse principalement aux différences, puis quand on cherche les points communs, on évolue vers Bilter. Je rejoins Jean-Jacques quand il dit qu'il n'y a pas de tradition pure, c'est ce que je disais, comme les races, il n'y a pas de race ni de tradition pure, c'est une pure illusion. Et dans le domaine des traditions, c'est ce que j'avais écrit, le métissage est la règle et pas l'exception. Et il y a tout le pan des traditions réinventées. Juste une dernière remarque, quand Jean-Jacques parlait de mythique, je fais peut-être une distinction, je pense que c'est démystifié, donc par contre le mythe est important, donc tout ce qu'on se fait comme idées, qui sont parfois fausses, qui sont des préjugés, ce n'est pas des mythes, c'est de la mystification, et donc il est important au contraire, et donc j'avais écrit un ouvrage là-dessus, sur l'importance du mythe fondateur du Tai Chi Chuan, qui reprend toutes les thématiques du Tai Chi Chuan. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. J'ai essayé d'être le plus concis possible. Merci Georges. Merci beaucoup Eric de tes apports toujours très clairs et de toute expérience. Donc oui, effectivement, tu l'as dit rapidement, mais on se retrouvera au mois de février, si les dieux du virus, de la politique et de l'économie le veuillent bien, à Toulouse pour notre troisième session de cette année. Et si on ne peut pas la faire, ben on la fera quand même sur Zoom et en plus on mettra du son. Peut-être, Juliane, tu voulais dire un mot pour témoigner un peu aussi de ton parcours et puis Ouais. mettre de l'eau à notre moulin. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je peux témoigner de mon parcours dans le Tai Chi Chuan qui a commencé avec Jean-Jacques en tant qu'élève d'éducation physique dans un premier temps. Ensuite, avec l'option qu'il y avait supplémentaire, vraiment Tai Chi Chuan. Avant ça, j'avais déjà commencé les arts martiaux avec le karaté. J'ai fait un petit peu les deux en parallèle. Et puis après, je me suis vraiment concentré sur le tai chi, voilà, en travaillant vraiment beaucoup à cette époque du lycée où Jean-Jacques nous poussait vraiment à pratiquer. Donc on se voyait dans le parc en face du lycée avec les copains pour avancer. Et avec en plus le projet qu'avait Jean-Jacques à cette époque-là de nous amener sur des choses un peu extérieures, que ce soit des démonstrations comme on a pu voir dans la vidéo, ou carrément des compétitions. Donc on est monté avec, je ne sais plus, on était une équipe de 5 ou 6 lycéens, faire les championnats de France. Donc on a même goûté un petit peu à la confrontation à d'autres écoles, alors que nous, on était vraiment tout minots, quoi. La Grande Ourse, l'association de Jean-Jacques, avec cette association, on est parti en Chine à plusieurs reprises. Moi, j'ai suivi une fois un groupe assez conséquent avec qui nous sommes allés donc à la Tsinghua rencontrer à cette époque-là deux professeurs qui étaient Chen Gofu, avec qui il y a eu un compagnonnage par la suite qui est toujours en place, et puis Tsao Minde, qui était vraiment, lui, plutôt le dépositaire du style Yang, on pourrait dire l'héritier de Fu Songwen parmi d'autres, j'imagine, hein. Donc, professeur avec qui on a fait un stage avec deux autres jeunes adultes, je pense qu'on devait avoir 18-19 ans, et on s'est fait envoyer par la Grande Ourse
à Shanghai une seconde fois, là vraiment pour un stage très spécifique, pour apprendre la forme 108 pas Yang. Mais vraiment, je dirais 2, Shaomin 2, parce que j'ai l'impression, avec le parcours que j'ai, de comprendre qu'il y a quand même presque un tai chi par professeur. Donc, on a entendu hein, les mots de réappropriation, voilà, de filiation de cette manière-là. Donc, je peux témoigner de ça avec un respect de la forme, tout en amenant des choses vraiment particulières à lui. Dans cette salle, comme disait Jean-Jacques, à l'époque, il y avait un ring de boxe. Moi, à mon époque, je ne sais pas, c'est peut-être une autre salle, mais c'est dans le même lieu. Il y avait 3 sacs de frappe et c'était vraiment marquant parce que en arrivant là-bas avec un regard de jeune Européen, on se dit qu'évidemment, les 3 sacs étaient à différentes hauteurs. On se dit qu'évidemment, le plus haut sac, c'est pour les doubles kicks frappés en l'air, retournés, acrobatiques, etc. Jusqu'à ce que le prof, pas du tout habillé en soi, mais en petit short avec un pli et puis un Marcel, montre que c'est juste pour mettre des uppercuts, quoi. Donc, en effet, on n'oublie pas quand on arrive là-bas qu'on va faire de la boxe. Et c'est vraiment très clair. Après, l'apprentissage de la forme, en effet, était assez éloigné des exercices qu'on pratiquait avec Xiaomin 2 pendant ce stage, si je continue à parler vraiment de cette expérience-là, où on travaillait sur des résistances à l'étranglement, des écrasements d'orteils avec les talons tout en fracassant les parties, etc. Voilà, on était vraiment sur du concret un petit peu éloigné de la forme, mais on voyait bien comment l'une pouvait nourrir l'autre. Je me permets aussi juste de rebondir sur ce qui m'a l'air d'être ton projet, Georges, et qui est dans mon parcours, c'est-à-dire comment le Tai Chi Chuan peut nourrir euh, la pratique d'autres arts physiques. Dans mon cas, j'ai eu un parcours dans le milieu artistique avec le théâtre et la danse et le cirque. Et le tai chi, pour moi, et le bagage du coup que j'ai pu avoir en sortant du lycée, m'a été très, très utile. Notamment dans les danses contemporaines, on travaille beaucoup sur les projections, sur les explosions d'énergie, sur l'enracinement. Donc ça, c'était des outils que j'avais déjà en partie. Et puis aussi pour la résistance à la douleur et puis à l'immobilisme, ce qu'on retrouve parfois dans le cirque. Voilà ce que je pourrais dire. La pédagogie donc, de Jean-Jacques continue. Moi, je suis revenu en Dordogne après avoir fait un parcours à différents endroits tout en continuant toujours une pratique du tai chi. Et là, on continue à bosser avec plaisir. Et puis, voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Juliane. Bah, est-ce que Jean-Jacques, tu veux rebondir ou est-ce qu'on passe à la suite Non, 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 continue. Moi, je suis très, très heureux de voir et d'entendre Juliane, effectivement, dans ce contexte-là. C'est une histoire de vie, hein, tout ça. Donc, c'est aussi, il y a le côté émotionnel à partager. Bah, carrément, bah oui, ça fait plaisir. Bah oui, c'est tout à fait. Enfin, je pense que effectivement, quand je parle du contexte, c'est aussi que les relations justement de transmission, ça va au-delà d'un moment de pratique de 18h15 à 19h15, quoi. Donc là, c'est un bon exemple de ces composants, on va dire, informels et très humains qui font partie du principe un peu, finalement, on a ce principe taoïste de Yang Shen, hein, de nourrir le principe vital. Et là, je pense qu'on en voit un exemple tout à fait concret de ce que c'est que nourrir le principe vital. Donc, si tu Vas-y, Eric, vas-y, vas-y. Je pense que sur ce thème-là de l'apprentissage en Asie, il y a quelqu'un qui reste très silencieux, qui a beaucoup à dire, c'est notre ami Laurent. Oui, mais alors c'était prévu qu'on passe à. T'as bien raison, mais je le gardais pour juste après. Voilà, parce qu'on a eu pas mal d'échanges là-dessus et je pense qu'il y a beaucoup à partager. Voilà. Tout à D'accord. fait. Mais bah, Laurent, c'est comme tu veux. Est-ce que tu veux parler maintenant ou tu veux plutôt parler après ma présentation à moi sur le temple? C'est toi qui choisis, vas-y. Comme tu veux, Georges. Je te laisse, t'as le mic là, je te laisse continuer. Merci. Donc, alors moi je vais passer à un petit mot donc un peu plus particulièrement sur mon expérience à moi
que je vous ai un petit peu rapidement situé en introduction générale. En fait, j'étais en Chine d'abord pour la pratique, et c'est de là-bas en fait que j'ai construit, sans m'en rendre compte au départ, un terrain d'anthropologue, puisque je suis arrivé par des rencontres de maîtres taoïstes. Alors, au début, en passant par Wu Tangshan, Shaolin, un petit peu, rester une semaine ou deux par-ci par-là avec le sac à dos pour tester. Et finalement, de fil en aiguille, de rencontrer des moines qui m'ont fait rencontrer, voilà, parce qu'il y a toute une logique donc, dans le monachisme taoïste de compagnonnage, en fait, hein, et de voyage, et du coup de réseaux de relations interpersonnelles comme ça qui se tissent. Et pour finalement arriver donc dans un petit temple de campagne que je vais vous présenter maintenant. Moi, je voulais faire un petit rebond sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure par Jean-Jacques, parce qu'on va aborder la question un peu du rituel. Et quand Jean-Jacques, tu disais tout à l'heure que finalement, il vaut mieux enseigner des savoir-faire et que les savoir-être émergeront un peu naturellement de la pratique des savoir-faire, ben, on retrouve tout à fait le principe confucéen qui place le rituel au centre du processus civilisateur, plus que peut-être le débat d'idées, ou plus que même la loi ou d'autres choses. Donc le rituel, c'est-à-dire que les personnes et les groupes vont être façonnés par des gestes. Et c'est ces gestes qui vont soit façonner donc, du coup, dans une direction qui pourrait être du coup un peu du formatage, mais qui aussi donne un espace de réflexivité et d'accomplissement de soi, etc. Comme finalement, on le retrouve un petit peu avec ce terme gong fu qui veut dire à la fois une maîtrise technique et un accomplissement de soi. Et la petite remarque, c'est que là, le maître taoïste donc, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Lydia Zhong, que vous allez voir un peu en pratique et au quotidien, est né en 1967, et il était donc invité par la communauté locale dans ce petit temple de village pour transmettre le Tao au travers des arts martiaux. Donc se pose effectivement la question de là directement, c'est qu'on est dans un cadre où là, l'aboutissement n'est pas forcément de maîtriser une forme de taiji ou une technique martiale ou de qigong, etc. Mais tout ça devient aussi pour lui un moyen de transmettre autre chose. Et effectivement, par toute une pratique répétée sur le long terme, toute une rigueur technique, etc. Et ce qui est vraiment notable dans son enseignement, c'est le temps passé seul avec des petits exercices où on est amené à se poser énormément de questions, évidemment, à essayer plein de choses, à expérimenter par soi-même et finalement à s'autonomiser dans la pratique, en fait, simplement parce qu'on est longtemps confronté seul à quelques mouvements assez épurés. Et qu'est-ce que du coup on va en faire. Donc ça, c'était une petite remarque comme ça. Donc là, je vais vous présenter un petit peu, donc je vais partager l'écran. Donc là, on a une petite vue, de vie. Alors en fait, c'est beaucoup de photos, hein. Donc il y a des petits passages de vidéos, mais c'est des photos parce que quand je pratiquais, en fait, je ne prenais pas beaucoup d'images. Donc c'est un village donc, du Hunan, province natale de Mao, mais aussi grenier à riz de la Chine, donc le nord de la zone des Moussons, juste au sud du Yangtze, au milieu, au nord de Hong Kong. Là c'était un moment sympathique des moissons du riz. Et là, donc, le petit épicerie et le temple au-dessus sur la colline qu'on voit donc ici. Donc, le belvédère des transformations intensifiées, c'est comme ça que les villageois ont nommé leur petit temple. Et donc, on va voir Maître Li là, qui fait quelques petits passages de Tai Chi Chuan. Donc, qui est à la fois là pour faire les rituels, qu'on va voir tout à l'heure, et qui est en même temps là pour aussi transmettre donc, le Tao au travers des arts martiaux. Arts martiaux à entendre évidemment comme arts martiaux internes, et donc tout ce qui est taiji, bagua, qigong, ce genre de choses.
Donc la plupart du temps, il est quand même habillé en t-shirt, hein, comme disait Julien en Marcel, mais aussi parfois il met sa robe de cérémonie. Et, donc on voit tout est aussi l'exercice de souffle, de rythme, de psalmodie des textes. Donc avec un petit groupe de ritualistes qui venaient de monter, donc c'était vraiment aussi une autre forme de transmission en parallèle. Donc il y avait les repas en commun, on se répartissait les tâches de la vie au temple. Le moine regarde le basket à la télé, il fait à manger, moi je passais le balai aussi, tout ça, je faisais la vaisselle, on se lave les pieds parce qu'il n'y avait pas l'eau courante évidemment. On rigolait bien aussi. Donc il y avait aussi le choix, j'aime bien celle-là, le choix entre le balai et l'épée, ça c'était assez marrant. Et à une période, quand il est arrivé au début, donc il est arrivé de Wu-Tang Chan, il avait cette réputation, donc il enseignait aux collégiens. Alors là, on se déplace un petit peu à 100 km de là, à l'Académie des femmes taoïstes, qui est donc une académie officielle. Là, j'avais été invité à leur donner quelques cours. Et il y avait mon ami Wang Lian là, qui leur donnait le cours d'épée sur le terrain de sport donc, de l'Académie des nonnes, hein, de la formation officielle des nonnes, donc, qui était étudiante là pour 2 ans. Et donc là, on revient au temple avec un exercice assez intéressant de Bagua, là, parce que c'est assez difficile. Et un mode de transmission ici où par rapport au dispositif en classe qu'on a vu tout à l'heure ou en ligne, on retrouve aussi toute l'importance du regard, de la coprésence et d'une forme de complicité et voire même en fait une forme de parenté de type rituel qui se tisse en fait entre les comment dire, maîtres, disciples et condisciples. Puisque bon, on n'est pas sans savoir l'importance du culte aux ancêtres en Chine, l'importance donc des généalogies, mais donc dans le taoïsme, comme dans les métiers ou comme dans des traditions d'arts martiaux, par exemple, on va être de telle génération, etc., etc. Ce qui se tisse au sein d'une... donc il y a soit accumulation de 2 parentés, c'est-à-dire la parenté de l'os, puisqu'en Chine c'est l'os, donc avec son père, ses frères et sœurs, etc. Et cette parenté qu'on pourrait dire rituelle ou d'une corporation, par exemple, c'est que en fait, c'est comme sur le modèle de l'adoption, c'est-à-dire que dans une parenté de l'os, même un enfant qui n'a pas l'os va être intégré à la famille par le nourrissage. Le nourrissage, c'est ce terme yang de Yang c'est-à-dire, là, j'ai montré cette image de manger ensemble, de vivre la vie quotidienne ensemble.
ça me paraît important de souligner, en fait, moi, dans mon expérience à moi, qui est d'une immersion et de vie au jour le jour sur des périodes. Moi, j'ai passé mis bout à bout plus d'un an, entre 1 an et 1 an et demi, enfin 1 an dans ce temps, puis environ 6 mois dans d'autres. C'est-à-dire que, bon, si on part du repas nourrir, hein, voilà, il y a aussi toute la socialité, hein, on se nourrit, il y a ce qu'on appelle la commensalité en anthropologie. Donc, tout cet aspect-là, le vivre ensemble, le partage des expériences du quotidien, les moments informels de discussion, les moments informels où on se met à faire un enchaînement comme ça, on se lève de la table et puis on se met à faire un exercice ou quoi. Ou, voilà, c'est des moments qui me paraissent aussi fondamentaux dans la transmission. Si on revient un petit peu au dispositif, là je parlais un petit peu là, de cette organisation, on va dire un peu plus en carré ou en rectangle ou en ligne, en colonne. Et on a vu tout à l'heure à la Ginu aussi ce cercle. Donc ça, c'est moi, j'avais envie de relever un peu ça parce que par rapport au dispositif qu'on utilise dans l'enseignement, pour le coup, là, dans les moments formels de l'enseignement, bien évidemment, les systèmes de ligne-colonne ou les systèmes de cercle amènent des modalités d'interaction entre les participants, enseignants et élèves, qui sont différentes. Donc, je trouve que c'était intéressant. Enfin, ça, c'était une petite réaction que j'avais par rapport à ce qui avait été dit. Donc, j'aurais pu... ouais. Donc, pour revenir un petit peu à ça, on parle souvent donc aussi, donc je voulais dire un mot sur ces questions de généalogie, de parenté, parce que aussi on parle souvent, par exemple, je suis de la 15e génération de telle tradition, etc., etc. Et d'un autre côté, on a une opposition aussi un petit peu qui est souvent entre les formes sportives et les formes traditionnelles. Alors il y aurait les formes officielles, là, les 24 ou les 48 ou je ne sais plus combien de mouvements, et d'un autre côté des formes traditionnelles. Je pense qu'on voit bien, bon, ça reprend différentes choses qui ont été dites, mais je pense qu'on voit bien que si on prend un maître, par exemple, ou un pratiquant à l'âge de... si on prend Jean-Jacques, par exemple, ce qu'il transmettait en 1990 ou ce qu'il transmet aujourd'hui a évolué, enfin, ou a changé en tout cas. Si on voit que quand il y a par exemple des cohortes de disciples qui viennent de telle époque de la vie du maître et d'autres qui viennent de 30 ans plus tard, ils ne vont pas avoir appris les mêmes choses de la même manière. Ensuite, on voit bien que chacun va se les approprier avec son corps, avec son milieu social, avec ses buts et le sens qu'il met à sa vie lui-même. Donc, et puis, alors, si on imagine ça sur 2-3 générations, bien évidemment, les formes se transforment, elles sont peut-être même faites pour ça. Donc, moi, un aspect de proposition par rapport à ça, donc la tradition ne reposerait pas sur des formes qui seraient figées, mais la tradition reposerait plutôt sur des contextes de transmission. C'est une proposition à réfléchir pour chacun. C'est-à-dire que il y a du coup, comment dire, et c'est là où le contexte du coup de la transmission, qu'il soit formel justement ou informel, et les liens qui se tissent d'un point de vue interindividuel me paraissent déterminants dans ces différents aspects. Alors ça n'évacue pas bien sûr le travail technique, etc. Puisque, comme l'a dit Eric aussi, à un moment il y a l'appropriation, il y a le fait de se confronter à une pratique de manière répétée et sur le long terme, qui va faire qu'on va effectivement en même temps forger sa propre pratique et en miroir avec ça, on va se forger aussi nous-mêmes. Voilà, et ça reprend cette question du rapport du rituel, soit comme formatage, soit comme support pour construire quelque chose et construire en autonomie, on va dire, une pratique et un développement propre de sa démarche de long terme. Moi, j'avais éventuellement
J'avais posé la question, par exemple, justement, parce que du coup, on a vu tout à l'heure ces moines, ces nonnes en l'occurrence, qui sont donc dans cette académie qui a été organisée dans le cadre de la structuration d'un secteur religieux officiel par l'État en Chine depuis les années 50 surtout. Et donc, ils voient leur mode de transmission très, enfin, vraiment transformé parce qu'il n'existait pas d'école comme ça. C'était toujours des rapports de maître à disciple où ils apprenaient, par exemple, beaucoup apprenaient à lire en psalmodiant les Écritures, c'est-à-dire des textes qu'ils ne comprennent même pas, et que, au départ en tout cas, et qui sont compris au fur et à mesure. Euh, et, euh, et comment dire, textes d'ailleurs qui m'ont été comparés plusieurs fois, ces textes sacrés, aux enchaînements de Taiji Chuan. C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est une sorte d'idée d'un texte canonique comme ça qui est une sorte de grand récit en fait sur lequel ensuite chacun va l'interpréter dans les deux sens du terme, aussi interpréter au sens presque théâtral du mot. Et donc, en fait, des formes de transmission dans les temples, comme ça, qui ne sont même pas vraiment en groupe, qui se font au fur et à mesure de la vie quotidienne, partagée, etc. Et du coup, tout cet enseignement en classe, donc ça les marque, en fait, ces taoïstes. Alors, j'ai eu deux types de réponses. Il y a une réponse qui est plus sur le rapport à la parenté et au type de relation. C'est-à-dire qu'en fait, le maître, c'est le père de transmission, et les Shoshongi, hein, donc les disciples, les condisciples, ce sont les grands frères et petits frères de transmission. Hein. D'ailleurs, qu'on soit homme ou femme, hein, même une femme qui est maître d'un homme, ça sera aussi un shofu, hein, ça sera un père de transmission. Comment dire? Oui, donc il va dire par exemple, voilà, quelle est la différence entre mes camarades de classe de l'académie taoïste, où il avait lui-même été justement à peu près quand tu étais là, dis-nous, là, dans les années 89, 91, par là, 92. Il dit, c'est comme à l'école, en fait, on les oublie, enfin, il y a certains qui restent des amis, puis la plupart, en fait, on les oublie. Alors que ceux qui sont condisciples, donc qui sont dans une fratrie rituelle, on pourrait dire, même si on n'a pas d'affinité particulière avec eux, s'ils nous demandent de l'aide, on leur viendra toujours en aide. Voilà. C'est plus comme, voilà, ils se vivent comme des frères et sœurs, en fait. Hein. Enfin, bon. Et l'autre aspect aussi, ça a été de dire, dans la classe, on apprend des choses générales, larges, alors qu'avec le maître, on apprend des choses fines et subtiles, par des petites choses, en fait. C'est aussi sans doute la manière dont leur enseignement est fait là-bas, hein, parce que l'enseignement, du coup, comment dire, aussi parce que justement, ils ont des cours d'histoire, ils ont des cours de philosophie taoïste, ils ont des cours d'administration des temples, etc. Donc il y a toute une modernisation de l'enseignement qui est faite. Enfin, moi, je trouve que ça me paraissait intéressant même si effectivement, c'est toujours des métissages entre tout ça, mais à un moment, pour l'analyse, le fait de les distinguer, ça peut faire aussi un petit peu réfléchir à tout ça. Pendant le stage, si on avait été en présentiel et que j'avais eu un temps de parole un peu plus long, etc., je serais rentré un peu plus dans les différentes méthodes de transmission, les questions d'écrit, d'oralité, les questions d'imitation, de mimésis, les questions de silence aussi d'ailleurs. Et on pourra donc en reparler de tout ça avec grand plaisir. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais céder la parole. Jean-Jacques, tu as l'air de vouloir réagir. Vas-y, lance-toi. Non, c'est reprendre la suggestion d'Éric de tout à l'heure, c'est de donner la parole à Laurent. Ce serait un bon relais par rapport à ce que tu viens de dire. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Vas-y, Laurent. Merci Georges et merci Jean-Jacques et Stéphane pour ces matériaux très très riches sur plusieurs années. Et tout le travail effectué, Jean-Jacques, dans les collèges et lycées pour l'enseignement du Taiji, je suis très admiratif
c'est vraiment extraordinaire de voir tous ces enfants, ces adolescents qui pratiquent. Ils ont l'air, en tout cas sur les vidéos, ils avaient l'air très épanouis de s'initier à cette pratique-là. Et aussi Stéphane, le volleyball, c'est excellent, ça. Ça me fait penser un peu au plume foot aussi, au dians en chinois. Donc ça se joue avec les pieds, on prend une espèce de volant de badminton en fait, et on le joue avec les pieds. Et donc ça me fait penser, c'est un petit peu le même processus, j'ai l'impression de combinaison entre l'art traditionnel et le sport. Ben voilà, ben c'est ça. Voilà, on en jouait tous les matins avant l'entraînement en Chine. Et donc du coup, moi pour mon expérience perso, elle est comme disait Georges tout à l'heure, elle est moins dans les cercles, on va dire très très formels, académiques quoi. J'étais plutôt dans la cambrousse. Donc j'ai pratiqué les arts martiaux dans la province du Shanxi. J'y suis allé la première fois là-bas en 2005. J'avais 19 ans, mais j'avais déjà une petite initiation aux arts martiaux avant en France. Donc j'ai eu l'occasion d'être en contact avec un monsieur là-bas, un professeur de Ta Cheng Chuan, qu'on appelle aussi le Yi Chuan, donc qui est une forme évolutive du Xin Yi Chuan. Donc Xin Yi Chuan, qu'on pourrait traduire par la boxe de la forme et de l'intention, et dans le Yi Chuan en fait, qui a été créé autour des années 1920-1930. Ils ont enlevé la forme pour ne garder que l'intention en fait. Ils n'ont pas complètement enlevé la forme, mais disons que c'est un art qui se caractérise par l'absence de traolu, par l'absence d'enchaînement, on va dire codifié. Et donc j'ai eu l'occasion d'être en contact avec Maître Guo Guizhi, qui est donc un dépositaire de cet art-là pendant ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant. Mais entre-temps, voilà, j'ai fait aussi mon petit chemin ailleurs. J'ai notamment pratiqué la boxe anglaise à Marseille pendant quelques années en amateur. Et puis donc, tout ceci m'a progressivement mené à travailler d'un point de vue anthropologique, on va dire, et à observer tout cela d'un point de vue anthropologique et historique. Et donc, je voudrais rebondir justement sur la question, parce que tout ça, ça me faisait penser au phénomène de standardisation, en fait, qui, d'une certaine manière, disons que le fait de la pratique traditionnelle en Chine, telle que j'ai pu l'observer en tout cas, elle passe par je dirais une initiation pour pouvoir entrer dans une lignée. On entre au sein d'une lignée, on fait partie d'une lignée, et c'est à partir de ce moment-là que la transmission s'effectue. Or aujourd'hui, on va dire dans les processus qui sont proposés pour la transmission des arts martiaux chinois, notamment dans les milieux, dans les fédérations, dans les écoles, dans les clubs, etc., entre guillemets sportifs, j'ai l'impression qu'il y a un peu une perte de cette dimension-là de la transmission qui, d'une certaine manière, peut entraîner, alors je ne sais pas, peut-être que vous pourriez rebondir un petit peu là-dessus, qui pourrait entraîner une certaine forme de simplification, en fait, de l'enseignement, et altérer, d'une certaine manière, la singularité lignagère qui fait justement la particularité des arts chinois. Car au final, si les arts qu'on souhaite transmettre sont si proches de la gymnastique, sont si proches du sport, sont si proches de certaines formes déjà standardisées depuis un certain moment en Europe,
qu'est-ce qui fait justement la particularité après de ces pratiques? Moi, ce que j'ai pu observer sur le terrain, dans la province du Shanxi, justement, c'est que, et comme ça a été souligné par Julian et également par Georges, c'est qu'il n'y a pas une seule façon j'ai l'impression qu'il y a autant de formes, autant de pratiques qu'il y a de pratiquants, en fait. Pas seulement de maîtres, mais autant de pratiques qu'il y a de pratiquants. Et c'est justement cette dimension-là de la singularité qui peut-être permet une appropriation, comme disait Eric, qui n'est pas seulement celle de mimer justement un entraîneur ou de mimer un enseignant pour pouvoir arriver à une forme qui est à peu près la même que la sienne, mais justement pour s'approprier quelque chose, tout en respectant certains référents qui sont caractéristiques de la lignée. Et dans le cas des arts martiaux chinois, c'est assez important, puisque ce que j'ai pu observer depuis ces quelques années sur le terrain, c'est que ce qui importe, c'est moins la transmission de la technique en elle-même, mais plutôt ce qui fait la transmission de la singularité de la lignée, en fait, par rapport aux autres lignées. Et donc, tout ça implique l'aspect rituel, l'aspect la dimension du récit aussi, parce que ce qui se transmet dans la pratique des arts martiaux, quand on est en Chine, ce n'est pas seulement la technique du corps, c'est aussi toute une histoire qui est propre à la lignée que l'on pratique. Et la question que je voudrais vous poser, c'est dans le cadre d'un enseignement sur une échelle beaucoup plus large, comme on peut l'observer dans les collèges et les lycées, quelle est la part de cette particularité? Quelle est la part de la singularité des lignées? Et de quelle manière on va arriver à faire passer cette petite saveur, justement, cette saveur des arts martiaux chinois qui est quelque part, parce qu'elle est singulière, elle est différente d'une gymnastique standardisée. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui dans les instituts, dans les fédérations, dans les collèges, dans les lycées, pour pouvoir justement arriver à faire passer cela sans tomber, comme disait justement Eric, dans une reproduction qui est aussi dépourvue de toute personnalité dans la transmission. Voilà, je vous laisse rebondir là-dessus. Oui, bon. Merci beaucoup, Laurent. Juste avant que je te repasse la parole, je voulais juste faire, parce que Laurent, c'est un grand, il est doué d'une grande humilité. Il est oublié de préciser, d'une part, qu'il a un doctorat en histoire, en anthropologie historique, pourrait-on dire, que tu as soutenu l'année dernière avec brio, et qui porte donc sur les pratiques caravanières dans le nord de la Chine, sur les routes de la soie et autres, et notamment avec beaucoup de parties sur les interactions entre les maîtres escortes et les brigands, et donc toute l'histoire du Xing Lichuan au Yichuan, que tu mets en perspective de manière super intéressante. Voilà. Et il y a des avant-goûts de ça sur ton blog, les chroniques du Wulin, donc que tu remplis moins qu'avant, je crois, mais il y avait quand même pas mal d'articles super intéressants. Donc voilà, je fais ta pub.